Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter des livres d'imaginaire qu'on voit pas forcément énormément, qui sont pas forcément très connus. Et notamment je vais vous présenter aussi un livre qui est un livre japonais, c'est pas forcément ce que je présente aussi. Le premier livre que je vous présente, c'est une saga de fantasy qui vient d'être lancée chez Fleuve et qui m'a plutôt plu dans l'ensemble. Il s'agit donc de La prophétie de l'arbre, donc chez Outre-Fleuve, donc de Christophe Misraki. Donc c'est un livre qui a de nombreuses qualités. C'est l'histoire un peu triste, on va dire. On commence pas sur un livre qui est très joyeux. On est dans un univers où les humains, on leur a confié un pouvoir, du moins on a confié le pouvoir au roi. Ce roi donc doit le transmettre à ses héritiers, donc un héritier à chaque fois, ça dure depuis des siècles, jusqu'au jour où il y a un des rois qui n'a pas de fils, donc il n'a que des filles, et il doit donc transmettre son pouvoir à sa fille. C'est prévu depuis des années, mais le conseil du roi, pour prouver un peu la valeur de son héritière, l'envoie en mission, notamment en mission dans un endroit où elle va être massacrée par des démons qui vont lui voler son cœur. Super sympa comme univers. Et donc on se retrouve au début avec des enterrements, bref, des choses assez tristes, et sa jeune sœur qui va devoir déjà affronter le deuil, et surtout affronter le fait qu'elle va recevoir ce pouvoir, et que y a une prophétie qui dit que si c'est une femme qui le reçoit, ça va être horrible, et qu'il y a plein de gens qui veulent la tuer. C'est un roman polyphonique. On a donc le fiancé de cette fille qui a été massacrée, avec sa troupe de personnages qui vont essayer de récupérer le cœur de la jeune femme, parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire les démons? Ils ont un petit peu, voilà, ils sont pas sécure. On suit d'autres personnages, et notamment les points forts de ce livre, c'est qu'il y a un bestiaire qui est assez large, c'est-à-dire qu'il y a plein de peuples différents, que ce soit des démons, des humains, des créatures qui vivent sous l'eau, qui ne vivent pas sous l'eau, chacun a des alliés. Voilà, on a un univers où on voit qui est travaillé en amont, c'est-à-dire qu'on a travaillé tout le passé, comment ça s'est passé, voilà, cet univers est travaillé, avec donc cette figure de démon qui est originale, que je vois pas forcément en fantasy, avec des personnages qui sont assez iconiques, voilà, ils ont assez de prestance, donc ça c'est cool, avec des personnages qui se grisent, des romances qui sont plus ou moins bien faites selon moi. Notamment je trouve que parfois c'est un peu précipité, voilà, je sais qu'on a beau être jeune et à 20 ans, mais c'est vrai qu'il y a des situations où je me dis c'est pas parce qu'on est jeune qu'on réagit forcément comme ça, donc ça c'est un point, voilà, que j'ai soulevé, qui m'a fait un peu sortir de la lecture parfois. Mais au niveau univers world building, on passe sur quelque chose qui est plutôt sympa. Alors moi je classerais ce récit pas comme un récit d'adulte, c'est pas hyper poussé, c'est vraiment, là on a plein de points de vue. Ce roman est très introductif, c'est une introduction à l'univers, c'est un tome 1, et il y a des choses un peu terribles, et en même temps on est face à des personnages jeunes qui ont des réactions un peu jeunesse parfois. Notamment les sentiments, voilà, ils chipotent, machin. Bref, c'est un petit décalage comme ça. Mais en soi, l'univers m'a plu, l'action m'a plu, il y a de l'action, il y a des complots. Mais bien sûr, c'est assez... Pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté adolescent, voilà, derrière ça, qui est assez accessible. Même si, je sais pas si à 15 ans, ça serait peut-être un peu violent. J'ai pas trop su me situer. Bon, faut dire aussi qu'en ce moment, au niveau du world building, j'ai lu énormément d'univers qui étaient très poussé là-dessus, donc dès que je lis quelque chose où c'est un peu moins poussé, on est plus vers de l'action ou la construction de personnages, voilà, ça a tendance à pencher moins, mais pour ma part c'était très bien pour ça. Les personnages sont attachants, moi je trouve que au niveau de la description du deuil, voilà, tout l'univers, la tristesse, les sentiments, on ressent énormément de choses à la lecture, ça c'est sûr. Par contre, j'ai aussi quelques petits bémols comme d'habitude. J'ai eu beaucoup de mal avec le prologue, alors ça sur le coup, et un peu avec le style de l'auteur. C'est totalement de ma faute, parce qu'en ce moment en fait je fais énormément de mise en page. Quand on met des points de suspension tout le temps, quand on met des points d'exclamation tout le temps, il y a des onomatopées, il y a ce genre de trucs, et c'est pas ce sur quoi je suis très à l'aise. Voilà, je suis pas très fan de ça, mais ça c'est typiquement le style, c'est parfois c'est très personnel à chacun, mais parfois j'étais pas à fond dedans, et j'étais en mode ah ouais, ça m'agace un peu la manière dont c'est dit. Voilà, c'est tout. Mais en soi, il y a des bons personnages, et notamment la fin du tome redonne envie, parce que c'est quand même une fin un peu, t'es en mode d'accord, on est là-dessus, on est sur une fin qui donne envie de lire la suite. Je lirai la suite pour savoir comment ça va évoluer, parce que franchement ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment, ça se lit très bien, très fluide, et ça m'a même fait une pause entre deux gros livres de fantasy un peu... T'as mangé ton univers, là on était sur quelque chose de plus doux et un peu d'original. Donc voilà, c'est de la fantasy française, si ça vous tente n'hésitez pas.
C'est un livre, alors je pense que c'est un des livres les moins accessibles que j'ai présenté sur ma chaîne. C'était une expérience de lecture. Au-delà de l'inaccessibilité, c'était une expérience de lecture. C'est un livre que j'ai lu depuis plusieurs semaines, donc j'ai laissé beaucoup reposer la chronique et il y a sûrement des choses sur lesquelles je vais passer à côté. Mais c'est un livre que je ne recommande pas à tous les lecteurs parce que c'est un livre complexe dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est fait, et notamment dans la manière où il y a beaucoup de notes, il faut beaucoup se référer à ça. Donc c'est une expérience. Donc je vous présente Agraffa de Luvent, donc chez La Volte. Donc La Volte c'est toujours connu pour une littérarité des textes, voilà, des textes de haute qualité. Donc c'est notamment eux qui ont publié Alain Damasio. Ce livre est très difficile à pitcher et à expliquer parce que ce livre est assez difficile à lire. C'est pas accessible pour ça. On se retrouve du point de vue d'un traducteur qui reçoit un texte qui date. Et donc on a un livre qui est segmenté en plusieurs parties. Dans la première partie, on a la traduction d'un regroupement de personnes, une espèce de couvent de femmes qui fait sa vie avec différents personnages. Donc on a cette première partie. Ensuite, on a l'œuvre du traducteur, comment il va apporter son texte. Et donc en fonction des parties, il y a des choses qui changent. Le truc qui est assez difficile et expérimental dans ce livre, c'est qu'il y a des mots qui ne sont pas français, il y a tout un lexique à la fin, donc il faut énormément s'y reporter. Il y a des mots qui manquent, d'où le titre Agraffa, et donc voilà, il y a tout un truc de recherche mystérieuse avec ces femmes voilà, qui vivent un peu recluses dans une période particulière, et donc ce recherche, on va dire presque typographique, presque de recherche littéraire, pour moi j'ai bien aimé parce que c'est mon truc, genre la recherche littéraire, voilà, c'est mon truc, mais je peux comprendre que c'est hyper perturbant, sachant qu'en plus le vocabulaire utilisé pour la traduction et les mots, il y a des choses, alors ce n'est pas de l'ancien français, mais il y a des choses qui se reprochent de l'ancien français, de langue un peu morte, et ce qui fait qu'il y a des choses dans lesquelles moi j'arrivais à lire plus facilement, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ça, ça peut être très dur de lecture. Ce qui m'a plus perturbé, moi, c'est à partir de la deuxième partie avec l'intervention du traducteur, de comment il a reçu le texte, où là, un coup on change, en fait on change énormément de point de vue, ce qui fait que c'est assez perturbant, c'est pas toujours où ça mène, et en fait c'est vraiment le genre de lecture où il faut se laisser porter. Faut pas se questionner de pourquoi, il faut se dire on suit l'histoire, on verra jusqu'où ça va. C'est vraiment une expérience de découverte d'un manuscrit un peu caché, un peu... Voilà, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai. Et en même temps, ce qui moi m'a perturbé aussi, c'est notamment dans cette partie-là, mais c'est totalement moi ma façon de lire, c'est qu'il y a donc différents types de typographie, notamment cette typographie-là, je la lisais vraiment avec difficulté. C'est parce que j'ai du mal à lire ce genre de typographie, mais par exemple, à la toute fin, on avait ce genre de typographie, donc c'est un livre qui est un bel objet, donc... Pour ma part, moi j'ai bien aimé ma lecture, ça m'a perturbée, je sais que j'ai pas tout compris et que je comprendrai peut-être jamais tout, mais l'objectif était sympa. L'intérêt du livre réside dans le fait que c'est difficile, c'est obscur et qu'on peut pas vraiment vous dire pourquoi ce livre est intéressant, mais en soi j'ai bien aimé découvrir tout ce couvent, ces mystères jusqu'à la fin. C'est vraiment moi le point de vue du couvent qui m'a beaucoup plu, aussi toute la recherche, aussi tout le travail éditorial que je trouve très très beau, ce livre qui est un peu, voilà, on l'ouvre comme un livre secret, voilà, avec des arbres, c'est vraiment un magnifique magnifique livre-objet avec voilà des petites notes, mais en fait c'est le fait que ça soit un peu lent à lire qui m'a perturbée, parce que moi j'ai pas l'habitude de me prendre mon temps pour lire les choses, ce qui fait que là j'étais perturbée, j'arrivais pas à lire de la façon dont je voulais lire, mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce livre par le fait qu'il m'a mis en difficulté sur plusieurs points, par le fait que la langue était pas tout à fait française, et par le fait qu'il y avait un peu cette histoire pas magique mais mystique, voilà, avec des questions un peu religieuses, de fraternité, parfois joyeuses et parfois tristes. Bref, je vous laisse découvrir, je vous laisse l'expérience si vous avez envie de connaître quelque chose d'autre, de lire quelque chose que vous n'avez sûrement jamais lu. Après, il faut savoir que ce n'est pas accessible au niveau de la lecture à tout le monde, et que c'est pas un livre où c'est pas un livre détente où tu es en mode oh je vais lire, il y a une petite histoire. Il n'y a même pas vraiment d'histoire à ce livre, c'est plus une expérience. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce livre là et j'étais très très contente de le découvrir parce que c'est la première fois, c'est une des premières fois où j'étais aussi déboussolée, déstabilisée, et ça m'a vraiment plu. Je recommande si vous êtes attiré par ce genre de lecture. Je vais présenter un livre que j'ai lu en lecture commune avec Loli de la chaîne Lolifant. C'est un livre dont j'avais entendu parler à l'université et Loli me l'a offert pour Noël, donc c'était adorable de sa part. C'est donc un livre de Kenzaburo Oe, donc MT, et l'histoire des merveilles de la forêt. Alors ce livre est un livre fantastique, avec des empreintes fantastiques, mais c'est un récit plutôt de conte. C'est l'histoire d'un homme qui va avoir un rôle assez précis dans sa vie, c'est le fait de
d'écrire, de retranscrire les histoires que sa grand-mère lui racontait dans son village au fin fond de la forêt au Japon. Et il va avoir tout ce rôle de scripteur, voilà, de narrateur-scripteur, et ça c'est intéressant. Et on va découvrir tous ces contes très différents, mais en même temps on a le point de vue du narrateur sur comment il était enfant, son rapport avec sa grand-mère, comment il est adulte, sur sa vie. MT et l'histoire des merveilles de la forêt, le titre prend son sens à la fin du livre, mais c'est un récit qui est très triste, qui est très mystique, mystérieux, qui est assez bouleversant. Moi j'ai vraiment été très bouleversée avec la relation entre la grand-mère et le petit-fils. Voilà, le narrateur, c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc il y a vraiment eu des moments très sympas, tout cet univers japonisant. Et en soi, les histoires, l'ambiance, ça m'a vraiment plu. Et sortant de bémol par contre à souligner dans le livre, c'est que j'aurais préféré avoir le point de vue d'un enfant, mais en même temps je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue d'adulte qui a du recul. La langue, alors je pense que c'est pas qu'il y a un souci de traduction, mais c'est un auteur japonais avec un style japonais qui parle de lui enfant, on n'a pas une espèce d'infantilisation de la plume, on est sur une plume qui est assez froide, assez sèche. Il y a vraiment un sentiment que la traduction on perd dedans. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais on a le sentiment, mais je pense que c'est tout simplement culturel et tout simplement des problèmes de langue. On en a parlé avec Loli au niveau du handicap, il y a tout un truc, on s'est dit est-ce que culturellement c'est moins choquant là-bas d'avoir ce genre de discours que chez nous. Donc ça c'est vraiment, on se confronte à une autre culture, donc ça c'est hyper intéressant. Et le point, alors c'est pas un point négatif, c'est juste un point, moi en tant que lecteur qui aime le Japon mais qui s'y désintéresse de plus en plus, tout simplement parce que je suis le genre de personne, quand on parle trop d'un truc, quand il y a trop de gens qui vont à un endroit, je ne m'y intéresse pas. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai été très fan du Japon pendant des années, j'ai lu énormément de mangas, je me suis renseignée énormément sur la culture, bref, il y a des choses que je connais, l'histoire du Japon, il y a des choses que je connais, voilà, je fais des recherches de temps en temps, sauf qu'il y a des choses dans ce récit où en fait les contes vont avoir un parallèle historique indéniable dans le récit, et ce qui est je pense beaucoup plus enrichissant pour un lecteur japonais ou un lecteur très pointu ou pointu de l'histoire japonaise, parce qu'il va comprendre tout. Il y a des moments où on parle de Mao, bon ça il y a des choses, voilà, on parle de Mao, on parle de l'époque Edo, on parle de plein de choses qu'on connaît, mais il y a des moments où je me demande s'il n'y a pas une lecture plus historique à faire du texte. Pour les gens qui ont lu 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui est un chef-d'œuvre, qui est un de mes livres qui l'a le plus marqué dans ma vie, c'est un livre qui s'inscrit vraiment dans les 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, dans le fait qu'on a une espèce de regroupement d'histoires qui s'articule autour de la grande histoire d'un pays. Donc il y a vraiment ce côté-là où moi je pense que je n'ai pas compris tous les détails du livre. Mais sinon, c'est un voyage. C'est un livre que j'avais vraiment envie de lire, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai beaucoup aimé la façon dont est construit l'univers, l'ambiance, les contes, c'est original. Et en même temps, il y a vraiment des bonnes moralités, comme quoi... et ça m'a fait vraiment penser à des choses plus personnelles, mais on se sent beaucoup plus proche, par exemple, d'un étranger que de quelqu'un qui habite juste à côté de nous par notre culture. Il prend l'exemple par exemple d'un moment il va à l'université, le narrateur, et il rencontre un Écossais il me semble, ou un Irlandais, et en fait dans ces légendes il se rend compte que les légendes les légendes qui construisent notre monde, on a des résonances entre les pays, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Europe, on a des résonances entre les pays, l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne, bref, on a des résonances au niveau culturel, mais là ça va dépasser la culture parce que c'est des thématiques qui sont universelles. Et c'est vraiment... À un moment, il dit que les histoires de son village sont beaucoup plus proches parfois des mythes presque européens, des petits villages en Écosse, voilà, du petit village perdu au milieu de la ville, par rapport au Japon en fait, à l'histoire du Japon. Et ça c'est magique, c'est un des points aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un récit qui vous laissera voyager au cœur du Japon, en même temps en vous détachant pas trop, parce qu'il y a quand même des réminiscences qui font penser à l'Europe, c'est des schémas du conte universel, et il y a vraiment une ambiance de mystique qui est assez difficile à vous expliquer. On vous explique vraiment l'histoire de ce village dans toute son évolution, en dénonçant des choses qui sont tellement réelles actuellement. En fait, c'est un livre qui est tellement actuel sur la déforestation, sur le fait qu'on englobe les petits villages, que la campagne se s'urbanise et qu'il n'y a plus beaucoup de ruralité. C'est quelque chose que moi je note vraiment dans ma vie au quotidien, et c'est vrai que j'ai retrouvé ça dans un petit village à l'autre bout du monde, et c'est vraiment génial pour ça, donc je vous le recommande, c'est vraiment un très très bon récit. Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Et enfin, j'ai présenté un livre que j'ai vraiment adoré, qui m'a fait pleurer,
qui m'a transportée. Il y a eu un truc avec ce livre, donc de la chute d'Antémisa, de Gustave Auguste, qui est l'illustrateur de La Gardienne du Chardon, donc la première œuvre des Trois Nords, la maison d'édition que j'ai fondée. Et donc il me l'a envoyé, c'est son tome 2 en fait de cet univers, et sans avoir lu le tome 1, j'ai chialé comme une... j'ai chialé. J'ai été hyper touchée par les personnages, par l'histoire, ce qui me fait que j'ai vraiment envie de lire le tome 1, parce que je pense que ça aurait été encore pire avec le tome 1, je pense que j'aurais eu vraiment un coup de cœur pour la série. J'ai été alors bluffée par plusieurs choses. Déjà, je vais vous parler un peu de quoi ça parle. Alors c'est un récit qui se passe, c'est un récit steampunk qui se passe donc en majorité en Europe, où on a donc un prince, et comme j'ai pas lu le tome 1, je peux pas vraiment vous introduire bien l'histoire, mais en clair dans ce tome 2 on se retrouve à Antémésia, qui est une ville très prospère, avec donc une ressource qui est vendue à l'étranger, qui est assez demandée. On suit un prince qui est marié mais qui est homosexuel, donc en fait son mariage n'est qu'un mariage de façade, il est amoureux du frère de sa femme. Bon, c'est un peu compliqué, mais donc déjà ce genre de questions moi me touche, et voilà, ça c'est vraiment très très bien traité dans ce tome-ci. Et donc on suit en fait toute cette chute, et je vous laisse voir ça, mais dans le premier tome, à ce que j'ai compris, on suit l'adolescence de ces gens qui vont, tous ces jeunes qui vont s'installer sur cette île et qui vont construire une cité. Et ce récit, déjà la première chose, cette beauté, j'ai rarement eu un livre aussi beau dans ma bibliothèque. C'est magnifique. C'est une partie de BD, il y a du texte, c'est les couleurs, les dessins, il y a les expressions, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment, c'est un objet livre qui est magnifique. Pour 30 €, ça vaut vraiment le coup. C'est de l'auto-édition. Alors je tiens à le dire, je présente jamais de l'auto-édition sur la chaîne pour de nombreuses raisons. Je présente de l'auto-édition que de gens que je connais, et de gens notamment qui travaillent en maison d'édition, bref, qui ont un suivi éditorial, qui font que ces livres, typiquement, pourraient être très bien édités par un éditeur professionnel, parce que ce sont des professionnels qui éditent ce genre de livres. Et donc voilà, il est magnifique. L'histoire m'a énormément plu, parce qu'on est vraiment sur une réflexion autour de l'âge adulte, autour des responsabilités, autour... Il y a plein de personnages différents, avec des personnalités différentes. Chacun va nous toucher, même ceux qui prennent des décisions horribles, en fait, à la fin, on va nous bouleverser pour nous dire en fait, c'est pas aussi horrible que ça. En fait, les personnages sont hyper gris, et ça te fait poser plein de questions. Les relations sont vraiment bien... Il y a vraiment des moments, ça m'a touché le cœur. Par exemple, c'est pas triangle amoureux, mais le fait que cette femme qui a épousé un prince pour presque permettre à son frère de pouvoir vivre son idylle, et elle d'avoir la couronne, se retrouve face au fait qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas aimée par son mari, qu'elle est triste, et voilà, ce couple qui vit caché, chaque personnage va avoir quelque chose de triste et de beau. Il y a des moments, il y a vraiment des choses horribles, et je me suis dit, mais jusqu'à la dernière page, est-ce que ça va bien se finir ou pas? Et j'ai vraiment été prise dans le récit, je m'attendais pas à ce que ça soit, que ça aille là. Bref, c'est un récit qui m'a transportée, autant par le graphisme qui est super, que par l'histoire qui est assez prenante. Il y a beaucoup de politique, c'est très bien construit, et vraiment, je trouve quand même la chose qui est très réussie, c'est que sans lire le tome 1, on est capable de comprendre le tome 2. On n'est pas capable, parce que même quand il y a par exemple des personnages où on a des trahisons, on va avoir une petite bulle qui nous rappelle, voilà, un événement du passé, où voilà, on nous largue pas dans un univers, et c'est vraiment super pour ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 1 pour découvrir cet univers en globalité, mais ça a vraiment été une super lecture que je vous recommande. L'auto-édition qui est de très bonne qualité, je tiens à le souligner, parce que c'est vraiment très bon travail, c'est magnifique. Regardez-moi les visages, les expressions, t'as envie de faire la fête avec eux. Et c'est un récit qui est presque sans concession, c'est-à-dire que on va pas te faire plaisir en tant que lecteur, on va te décrire, et tu vas subir ce qui va... Voilà, tu vas subir autant que les personnages. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très bien fait, donc je vous le recommande pour ça. C'était vraiment très très bien. Voilà, donc en plus, moi, Gustave m'a envoyé avec possiblement... double jaquette, voilà, j'ai différentes jaquettes que je peux mettre, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc vous pouvez vous le procurer, il me semble, sur le site de Gustave, je vous le mettrai en barre d'infos, mais un petit bijou à offrir, à découvrir. C'est vraiment un très très beau livre dans la bibliothèque, autant par son intérieur que son extérieur, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc c'en est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté, voilà, des livres qu'on voit pas forcément souvent sur YouTube, et j'ai vraiment envie de faire ça aussi de plus en plus souvent,
faut le dire aussi. Parce que j'ai envie de voir ça de plus en plus souvent, parce que personnellement, moi, c'est ce que j'aime regarder sur YouTube, et c'est un peu ma volonté en 2021 aussi. Je vous souhaite sur ce de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve dimanche. Dimanche, c'est la fin de la campagne Ulule pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, sur la collection Mimir qui est ouverte sur les essais autour de la littérature de l'imaginaire, je vous mets le lien en barre d'infos.